Ouais, ouais. Retour à la narration flashback et c'était beaucoup moins puissant que le double épisode qu'on a eu dans la saison 2, hein. Je vais être généreux en disant que ça suffit à compenser quand même tout l'à côté qui casse vraiment, vraiment pas la baraque, mais c'est pas non plus extraordinaire, hein. Il se passe un tout petit peu de trucs, c'est-à-dire nos héros qui voyagent un tout petit peu et notre groupe de soldats très nombreux, hein. Il y a une belle flopée d'entre eux qui sont en marche pour se mettre en guerre. Et on va surtout se centrer sur Viren et un petit flashback, mais on va quand même passer un petit peu de temps sur Soren qui est un gros gogol. Ah mais vraiment, hein, vous adorez appuyer ça, c'est censé être drôle cette merde, je vous jure. Genre, je prononce mal le nom d'un royaume, et je m'en rends même pas compte lorsqu'on me reprend. Ce niveau de connerie, je suis désolé, je n'y arrive pas, hein. Pour moi c'est un petit peu trop, quoi. Et donc, ouais, ces petits délires à la con. Et on va surtout passer du temps sur Viren, qui se fait un peu questionner par Aravos, ils sont en train de chevaucher vers leur destination, ils auront un petit peu le temps. Comment il en est venu à tuer Azivantum, ou tonnerre comme ils l'appellent les humains? C'est intéressant d'appuyer que c'est un nom que les humains ont donné au dragon et qu'à aucun moment donné le roi dragon a pris la peine de leur dire que c'était ça son nom, quoi. Je trouve ça assez intéressant. Mais ouais, quoi, il va raconter comment il en est venu à tuer le roi dragon et c'est très basique. C'est simple, direct, c'est pas affreux, mais mais en gros, il s'est passé quelques années après les événements du double épisode flashback qu'on a eu dans la saison 2, et il était vraiment consumé par la vengeance, et c'est tout. Il n'y a pas de côté, ah, il faut qu'on se défende contre ces monstres qui sont dangereux contre nous. Apparemment, les créatures du continent de Xadia n'avaient rien fait de spécifique, semble-t-il, contre le continent. Parce que ça n'appuie absolument rien, aucun conflit ou quoi que ce soit. Ça dit juste, voilà, il a tué votre femme, il faut qu'on se venge de lui, quoi, c'est ça. En fait, c'est de la vengeance directe et pure. Donc il dit au mec, au roi, c'est bon, j'ai enfin pu fignoler le sort que j'avais prévu pendant tout ce temps, parce qu'il manquait une corne de licorne et je sais pas trop comment, ma fille en a trouvé une. On va pas expliquer pourquoi, ma fille est trop géniale. Juste pour dire, c'est genre un an avant les événements du premier épisode, un truc comme ça. Je sais pas si c'est spécifié particulièrement au tout début de la série, je me souviens plus. Enfin bref. C'est ça le truc, quoi. J'ai préparé un sort et j'ai besoin de votre aide pour l'alimenter. Alors au début, il dit, je sais pas, ça va bien, là on est en paix, je prospère et tout. Donc ça dit pas qu'il y a la guerre constante contre cet ennemi qui nous en veut d'avoir tué un de leurs golems de pierre, un truc comme ça dit même pas ça, hein. Ça n'appuie même pas. Est-ce qu'on pourrait pas se contenter de ce qu'on a et de pas rechercher la vengeance? Mais il insiste un petit peu, Viren, et au bout du compte, je dis ouais, d'accord, très bien. Tu as ma haine. Vous aurez ma haine. Et avec son sang, il crée une espèce de bout d'armes noirci qui tuera le dragon. Et voilà, bah, il se rend à Xadia et il tue le dragon. Alors, je sais que je résume ça très vite, mais c'est plus ou moins ça, hein. Ils sont un peu surpris que ce soit pas à la frontière, parce qu'en général, il attend la frontière, mais c'est un peu plus loin. Et lorsqu'il le trouve, il dit, ah, je ne veux pas vous tuer, parce que c'est un jour de vie important pour moi, etc. Il s'en fout, le roi, parce que ouais, t'as tué ma femme, on n'a rien à branler. Et ils se battent très vite, puisque cette arme magique est clairement faite pour le tuer directement. Et bah, il le tue directement. Planté dans le cœur, il est totalement pétrifié. Et voilà. Mais en plus de ça, Viren a compris de par son comportement qu'il cachait quelque chose à neuf. Hein, un bébé prêt à voir le jour dans un certain temps. Et il serait peut-être bien quand même de le shipper, hein, de le détruire. Il dit ça au roi, parce qu'ils sont que deux, quoi. Ils y vont à deux, hein. En mode duo, quoi. Il n'y a personne pour les accompagner ou quoi que ce soit, il n'y a que ces deux-là. C'est... Et il dit, ok, je vais m'en occuper. Et je sais pas comment il a réussi à cacher cet œuf sous sa toge pendant tout le chemin du retour au château, parce qu'il n'est pas censé savoir qu'il a gardé l'œuf, ce me semble, le roi.
Enfin, j'en sais rien, je sais plus, hein, il me semble que non. Étant donné qu'il dit bien, je vais détruire cet œuf, faites-le, le fait qu'il l'ait caché, c'est bizarre. Je sais pas, c'est un sort magique qu'il a rapetissé un petit moment. Ou alors peut-être qu'au tout début, l'œuf de dragon il était petit comme ça, c'est un œuf de poule, et au fur et à mesure des années, enfin des mois qui ont suivi, il a grandi en taille beaucoup plus grosse. Je ne sais pas, c'est des trucs comme ça, et voilà, c'est classique, direct, il n'y a rien de très recherché. Un truc qui était fort dans le double épisode flashback qu'on a eu dans la saison 2, c'est que voilà, et tu te demandais comment telle chose allait arriver. Tu voyais la mise en place, tu savais comment ça allait finir, mais comment ça allait se dérouler, comment ça allait se mettre en place. Et tu savais pas ça. C'était intéressant, c'était satisfaisant de voir ça. Là, c'est juste, hey, on va buter le dragon pour se venger. Ok, on le bute pour se venger. Ça essaie de coller les liens, les trucs qu'on sait pas, de la façon la plus basique possible. Et ça va, ça se regarde, mais waouh, c'est pas non plus mirobolant, hein, comme révélation. Mais voilà, c'est là. Ok. C'est bien, c'est bien. Tandis que donc ils sont en chemin et qu'il y a un problème, il y a la frontière par là où ils ont l'habitude de passer, qui a été détruite, il n'y a plus que de la lave. Mais c'est bon, Claudia, elle a préparé les ingrédients pour un putain de sort qui fait se couper la lave en deux en mode Moïse, mais Moïse badass, puisque c'est la lave et c'est pas juste de l'eau. Et ils arrivent à passer, ils foncent, la guerre est déclarée. Et ça va, cette partie-là. Si on accepte Soren qui est chiant, je n'ai pas de gros problèmes, mais il n'y a rien qui décolle vraiment très haut en fait. J'aime bien le début de complicité qu'on essaye d'instaurer entre Aravos et Viren, qui va un peu plus loin que je suis ton serviteur, on est pour la même chose. Là, on essaye un petit peu d'être un peu plus proche, on va dire, et donc ils se confient l'un l'autre, avec Aravos qui se plaint qu'il est enfermé là à cause de ce roi dragon depuis des centaines d'années et qu'il l'avait un petit peu mal, quoi. Donc ces petits trucs-là me plaisent bien. Et à côté, on a toute la partie sur nos héros qui est assez plate en fait. Je sais pas, je trouve qu'il y a un manque de prise de risque incroyable dans cet épisode. Il y avait moyen de faire quelque chose de plus poussé que ça, mais vous faites quelque chose de tellement safe. Donc il y a Nyx qui les a amenés à un jour de marche de la tour où il y a la reine dragon, donc l'épisode suivant on les verra la rencontrer très certainement. Et il dit merci, au revoir, sans rancune pour ce qui s'est passé, hein, essaye de tendre l'atmosphère pas trop. Je trouve sincèrement que comme c'est un épisode, on a beaucoup de personnages qui se posent pour parler, c'est un gros rappel que le cel shading est toujours pas si joli que ça. Il y a des moments un peu dégueux dans la texture du mouvement des visages et c'est assez ennuyeux, hein. Les gens qui m'ont dit tu vas voir ça va s'arranger au fil des saisons, j'en ai à la moitié de la saison 3, hein. Je vois pas en quoi ça s'est arrangé particulièrement. Désolé. C'est histoire de dire le petit truc comme ça, hein, technique. Donc, ouais, ils sont en chemin. On les verra donc tomber un peu plus tard sur le cadavre statufié de l'ex-roi dragon maintenant. Il y a un moment relativement touchant où Zim est un peu triste sans savoir pourquoi, parce qu'il n'a pas conscience que c'est son père. Et au passage, je me pose la question, où était sa mère en fait, lors de sa naissance? Au moment où il s'est fait capturer, il sait pas c'est quoi, elle avait plus important à faire que de regarder, que de veiller sur son œuf, la mère? Je sais pas trop. Enfin, c'est un détail, peut-être qu'on donnera des explications à ça. Je dis ça, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs qu'on saute, qu'on fait pour arranger notre scénario, qu'on justifie pas trop, hein. J'attends toujours la justification de pourquoi Ezran parle aux animaux. Parce que c'est toujours un truc que vous sortez de votre cul et qui n'a absolument aucun fondement, à part qu'on a envie, on a besoin que ça se fasse. Encore besoin, je sais pas trop, hein, je trouve pas que ce soit si vital que ça qu'il le fasse, mais bon. Bref, ils sont là et ils n'auront pas le temps de se lamenter parce qu'ils vont être rejoints par Ezran. Parce que oui, son putain de phénix qui s'appelle Fini, et ben il a pu voler jusque là. Alors on fait un tout petit peu
Le suspense sur au moment où il arrive à Xadia, c'est-à-dire il a volé jusqu'à Xadia, il a pu voler jusqu'à Xadia, et il était assez fatigué, mais j'ai dit allez, je vais aller jusqu'au bout, quand même, je vais t'amener vers tes amis parce que je sais exactement où ils sont, il n'y a qu'un seul putain de chemin possible, je ne sais pas où ils sont leur présence, une connerie. Il va jusqu'au bout, il rejoint Kaloum et Rayla en l'espace d'un demi-épisode. Sérieusement, merde. Merde. Putain, vous avez mis en place dans la saison 2 que ce phénix pouvait pas aller trop loin de son sanctuaire parce que ça l'épuisait trop, mais là, ok, certes, ça l'épuise jusqu'à finir en cendres, hein, en attente de renaissance parce que c'est un phénix, etc. Évidemment. D'accord, très bien, il s'est fait violence par rapport à la première fois, mais même sans aller jusque-là, il aurait pu se faire violence pour les rapprocher un petit peu plus que ça, parce ils auront quand même perdu plusieurs jours à devoir naviguer jusque-là où ça les aurait arrangés, alors qu'il aurait pu voler un petit peu plus. Ça l'aurait peut-être un peu plus épuisé, mais pas au bord de la transformation en cendre, et il n'y aurait jamais eu le problème d'être rattrapé par Soren et Claudia et tous les soucis qui en ont découlé. Vous voyez, c'est quand même dingue, quoi. Vous mettez en place une règle et vous la transgressez la saison suivante. Le délire des aigles dans Le Seigneur des Anneaux, on peut trouver des tonnes de raisons très justifiables à pourquoi ils n'amènent pas notre groupe plus loin. Je trouve que les limites qu'on leur donne sont un peu trop nébuleuses, mais le truc avec les aigles, c'est que on est suffisamment distant avec ces personnages-là pour laisser aux spectateurs l'idée de leur motivation et de pourquoi ils ne font pas certaines choses. C'est peut-être un peu facile, mais au moins ça va, on les met pas directement au premier plan pour arranger des trucs, hein, sauf à la toute fin où il faut un soutien aérien et donc étant donné que les choses s'arrangent et que c'est vraiment le dernier combat, ben on y va quoi. Mais sinon au-delà de ça, c'est suffisamment justifiable quoi. Là, c'est juste vous mettez une limite à un animal qui ne veut qu'aider et qui n'a pas de restrictions quoi. C'est pas comme s'ils allaient au Mordor et il va se faire canarder à vue ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Et tout d'un coup, vous dites, cette limite, elle peut être bravée sans problème. Il peut aller 2 fois plus loin, ça va. Et allez pas me balancer que c'est parce que Ezran est plus léger. Allez pas me balancer le truc, quoi. Il aurait pu se forcer un petit peu, pas pour aller jusqu'où il est allé dans cet épisode, mais au moins aux frontières de Xadia ou pas loin, quoi. Pas aussi loin. Voilà, c'est la facilité de merde pour que le trio soit de nouveau réuni et qu'on ne chamboule pas trop le statu quo du groupe central. Et j'ai le sentiment que ça va rester comme ça un petit moment. Je sais pas trop. Peut-être que ça va complètement changer lorsqu'ils ramèneront Zim à sa mère. J'imagine que ça va être quand même un petit peu important comme moment, quoi. Un moment un peu pivot. Mais ouais, je trouve ça dommage. Enfin bref, voilà, tout le monde est réuni. Il y a Calum qui a un discours assez touchant, qui n'est pas aidé une fois de plus par l'animation. Je veux dire, son visage, à un moment donné, le cel shading, pas très bien, je suis désolé, hein. Sur le fait que il devrait être content d'un certain sens que le dragon qui a tué sa mère soit battu, mais en même temps, ce dragon-là, c'était le père de Zim, un de ses amis proches maintenant. Donc voilà, c'est une façon un peu détournée d'appuyer que la vengeance, la rancœur ne fait que attiser la rancœur de plus en plus, et c'est intéressant comme considération. Mais vraiment, je vois vraiment pas. Maintenant qu'on a fait ce tour, à quoi ça servait que Ezran reparte pour devenir roi, si c'est pour revenir après comme si de rien n'était. Ça aurait pu être exactement la même s'il les avait accompagnés complètement sans rien changer, sans bouger, quoi. Et ça aurait ramené moins de grossièreté. Sincèrement, si c'est pour faire ça, vous faites un scénario un peu plus différent où Viren prend le contrôle du royaume, mais c'est pareil, quoi. Sans Ezran. Si c'était pour forcer Ezran
à passer pour un blaireau et se barrer après, c'était pas la peine. Enfin bon, là, je rate d'autres, je m'excuse. C'était un épisode acceptable. Voilà. Je trouve qu'on aurait pu faire largement mieux en termes de flashback pour raconter la mort du roi des dragons. C'était vraiment un peu le minimum syndical, ça s'est ressenti comme ça pour moi, mais ça allait. Et le reste, bon, si on accepte le foutage de gueule du phénix d'Ezran, j'ai pas eu de gros problèmes importants, à part l'animation aussi. Donc ça va, c'est un épisode qui se regarde. À bientôt pour l'épisode 7, bye!